Bonjour à toutes et tous, bienvenue au milieu de la foresterie. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter la professeure Vérénie. C'est parfait. Ok, super. Elle est professeure titulaire à l'Université Laval et elle est la directrice du Centre de recherche sur les matériaux renouvelables. Ok. Et c'est la parole est à toi. Parfait, merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'organisation. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui, ma première fois en Abitibi. Donc, j'aimerais bien qu'on parle de qualité. Moi, en été, j'ai eu un super séjour. Merci à vous d'avoir pris le temps dans son horaire chargé de me faire le tour d'hier. C'est super apprécié. Puis mes collègues de Laval m'avaient dit qu'on était très bien reçus le CAP, puis c'est bien. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler des coproduits forestiers et industriels là, comme solution pour utiliser dans l'industrie du bois. Donc, j'ai vu les dernières conférences, je pense qu'il y avait un peu plus de foresterie et bio, mais malheureusement, pour certains d'entre vous, on va faire un petit peu de chimie aujourd'hui. Si ce n'est pas clair, si je vais trop loin, n'hésitez pas à m'arrêter, ça va me faire plaisir d'expliquer davantage. Il y a des gens qui connaissent la chimie ou... je travaille au. C'est bien pour moi. Ah oui, vous êtes chef. Oui. Ah, super, super. Donc, je mets au défi de trouver quelques erreurs dans ma présentation. Donc, voilà la présentation. Elle va se dérouler un peu comme suit. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne me connaissent pas, donc je vais vous parler un petit peu des thématiques de recherche de mon laboratoire. Puis, après ça, je vais essayer de parler de 3 projets, dépendamment si je parle trop sur mon premier projet. Là. Mais vous parlez d'un premier projet qui porte sur la stabilisation du bois avec le perméable d'ultrafiltration de lactosénone. Est-ce que quelqu'un connaît ce déchet-là? Un petit peu, je sais qu'on a défini un peu. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin, là, ça consiste en quoi. Donc, je vais l'appeler le PUD pour le reste de la présentation. Ensuite, un deuxième projet, on a aussi utilisé ce résidu-là dans les adhésifs pour préparer des adhésifs pour les panneaux composites. Et puis finalement, le troisième projet, on a développé des aérogels pour la réhabilitation des sites miniers. Donc, thématique de recherche. Donc, en gros, je travaille sur tout ce qui est un peu polymère en lien avec l'industrie du bois. Donc, beaucoup sur la finition du bois, les revêtements, les peintures. Donc, on va travailler sur l'apparence, sur la performance mécanique, beaucoup sur la performance au feu également. Et au cours des dernières années, on a travaillé également sur des revêtements stimulus-sensibles. Donc, des revêtements, par exemple, qui vont être auto-réparateurs. Donc, lorsqu'on va faire une égratignure, on va être capable de les réparer. Et des revêtements auto-nettoyants. Ensuite, on travaille beaucoup sur les adhésifs pour le bois. Je pense que Canada, il travaille ici un peu également. Donc, on essaie, notre objectif principal, c'est vraiment de remplacer les adhésifs qui ont du formaldéhyde, qui est un composé qui est nocif, qui se retrouve dans les résines pour les panneaux composites. Ensuite, pour ce qui est de la modification du bois, on va travailler sur le durcissement de surface, principalement pour des applications intérieures, et beaucoup sur la stabilité dimensionnelle et la résistance à la biodégradation du bois pour des applications extérieures. Et puis, finalement, au cours des dernières années, on a travaillé sur la valorisation de la biomasse. Donc, on veut soit développer des alternatives à certains produits qui existent déjà, qui sont issus de la pétrochimie, ou encore vraiment des nouvelles applications qu'on va développer à partir de la biomasse. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est vraiment la valorisation de coproduits forestiers industriels. Donc, dans toutes les applications que je vous ai montrées, thématiques de mon laboratoire, on travaille beaucoup à l'introduction de différentes molécules qui viennent de la nature, qui viennent des animaux. Okay? Donc, pourquoi on veut faire ça? C'est sûr qu'on veut s'inscrire dans tout le courant d'économie circulaire, etc. Mais au-delà de tout ça, les industries avec lesquelles on travaille, donc finition, adhésif, modification du bois, ce sont des adhésifs qui ont quand même eu des enjeux importants au cours des dernières années. Puis, je vous explique un peu pourquoi. Donc, les produits qu'on utilise pour les adhésifs et les finitions, c'est beaucoup produit à l'extérieur du Canada. C'est beaucoup la Chine, c'est beaucoup également le Texas. Et bon, pendant la COVID, très difficile d'avoir de l'approvisionnement de ces pays-là. Souvent, on va favoriser les clients qui sont dans notre propre pays, étant donné qu'on avait des enjeux logistiques, de transport.
Puis si on prend l'exemple vraiment précisément du Texas en 2021, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu. J'ai mis la Chine en premier, le Texas. Donc, il y avait eu vraiment un gros gel et les industries avaient été arrêtées pendant 2-3 semaines. Bon, on se dit 2-3 semaines, c'est pas si mal, mais ça a pris des mois à récupérer tout ça, à avoir les bonnes résines, à avoir suffisamment de produits pour développer nos produits de finition et d'adhésif. Pour ce qui est de la Chine, bon, ça peut paraître anecdotique, mais lorsqu'il y a eu les Jeux olympiques, les derniers, je pense que c'était 2021, étant donné qu'ils ont été repoussés, il y a eu une règle qui s'appelait Blue Sky en Chine, où un mois avant les Jeux, un mois après, ils ont cessé la production dans plein de villes pour que le ciel soit bleu. Pour que les athlètes aient pas de difficulté, mais aussi que ça paraisse bien à la télévision. Donc, tout ça, ça a vraiment aussi limité les composés que les industries canadiennes pouvaient obtenir pour leur développement de l'adhésif et des produits de finissage. Donc, ça, c'est une chose. Donc, très difficile, la chaîne logistique. On s'est rendu compte que la chaîne logistique associée à tout ce qui est la pétrochimie n'est pas très résiliente. Hein? On se dirait, tu sais, la COVID, ça va revenir rapidement. Malheureusement, ça a pris vraiment du temps et encore aujourd'hui, c'est difficile l'approvisionnement de certains produits. Instabilité économique, je pense que je ne vous apprendrai pas grand-chose. Donc, fluctuation des prix des résines et des monomères qui viennent de la pétrochimie. Si on pense par exemple au conflit en Moyen-Orient, c'est certain que ça va impacter l'approvisionnement, ça va impacter les coûts également. L'hausse des coûts de transport et d'énergie, les tarifs douaniers et ça va devenir compliqué aussi, certainement aux tensions commerciales qui sont à la fois émergentes. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a bien travaillé avec le biosourcé, des coproduits, et on pense que ça peut nous permettre d'avoir des systèmes qui vont être plus résilients et plus durables. Donc, ça va nous permettre, dans un premier temps, de sécuriser les approvisionnements. Donc, on travaille avec des ressources locales, des ressources qui sont abondantes. Ça va réduire notre dépendance également aux importations. Donc, ce qu'on veut, nous, on ne veut pas, bien entendu, par exemple, prendre des protéines dans votre nourriture. Là. On veut vraiment prendre des coproduits ou des sous-produits qui ont peu ou pas de voie de valorisation, puis les valoriser dans la fabrication de matériaux. Ça nous permet, bien entendu, de s'aligner avec les enjeux environnementaux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plein de molécules dans la nature où il y a des fonctions chimiques ou des groupements fonctionnels qui sont très intéressants pour le développement. Donc, on en a plein qui comportent des groupements OH. Donc, ça nous permet de faire plein de réactions chimiques. NH2 également très intéressant, c'est l'OH. Et aussi, en terminant, il y a plusieurs des composés qu'on va retrouver, par exemple les terpènes qui sont dans le bois. Ce sont des antimicrobiens, des antifongiques. Donc, c'est possible aussi d'avoir des propriétés à partir de certaines molécules qu'on va trouver dans la nature. Donc, je présente quelques coproduits avec lesquels on a travaillé récemment. Donc, dans un premier temps, les coproduits, vous pouvez voir ici, c'est tous des coproduits avec des protéines. Okay? On va faire une extraction pour avoir un concentré protéique. Donc, on ne veut pas travailler avec des choses qui sont super pures, on n'est pas dans l'industrie alimentaire. On pense qu'on est capable de tolérer un peu de sous-produits à l'intérieur. Donc, on va faire une extraction. On veut plus de protéines, mais on ne sera pas trop exigeant. Donc, premier drèche de microbrasserie, ce que certains d'entre vous connaissent. Lorsqu'on fait de la bière, donc on va se retrouver avec la drèche de microbrasserie. Au Québec, on a beaucoup de microbrasseries, donc c'est quand même une source qui est importante, qui est implantée dans plein de régions. Donc, il y a une belle valorisation à faire là. Des plumes de poulet, on va trouver entre autres, comme dans les cheveux de la kératine, qui est une protéine qui est assez résistante à l'eau. Du sang de bœuf, donc on travaille entre autres avec des abattoirs qui peuvent nous donner du sang de bœuf. Ça sent bon dans le laboratoire avec tout ça. Les carapaces de crevettes, donc on va travailler avec de la farine de carapaces de crevettes et de la moulée contaminée. Quand je parle de moulée contaminée, ça peut être la moulée où on a des antibiotiques à l'intérieur. Les animaux ne peuvent pas le manger dans certains cas, donc on peut utiliser ce moulée-là. Pour l'instant, celui-là, l'agriculture qui produit la moulée doit payer pour se débarrasser de ce moulée-là. Donc, dans tous ces composés-là, on a des protéines. Ce qui est certain, connaissons un peu les protéines. Un peu. J'étais comme ça il y a quelques années. Les chimistes ont dit, on connaît la chimie. C'est tellement compliqué des protéines. Donc, on a vraiment 4 structures qu'on peut avoir. Une structure primaire, donc comme un simple polymère.
Ensuite, on a des structures qui sont plus structurées, structures secondaires, structures tertiaires. Donc, on essaie de comprendre, pour faire des adhésifs, qu'est-ce qu'il faut avoir? Est-ce qu'il faut avoir les grandes chaînes ici comme ça? Est-ce qu'on a des avantages à avoir quand même cette structure-là? Donc, beaucoup de travail de notre côté pour les adhésifs à partir de protéines. Ensuite, on a travaillé avec d'autres composés, le PUL, que je mentionnais précédemment. Je l'explique tout juste après, c'est composé de quoi? Les pelures de pommes de terre. Et finalement, les écorces. Je pense que Flavia et Ahmed aussi travaillent un peu avec les écorces. Donc, pour les tanins, la subérine aussi, qui peut être intéressante, qui est un composé très, très hydrophobe, qui se retrouve dans les écorces. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de 3 projets, 2 avec le perméa et 1 avec les pelures de pommes de terre. Donc, premièrement, écoutez-moi bien pour celle-là, parce que ça va vous expliquer un peu le reste de la présentation. Donc, le PUL, perméa d'ultrafiltration de lactosérum, c'est un résidu de l'industrie du fromage. Okay? Lorsqu'on prend environ 1000 kg de lait entier, on fait du fromage, on se retrouve avec 120 kg de fromage. Okay? Ce qui va nous rester, c'est du lactosérum. Plusieurs usines vont arrêter à cet endroit-là, et c'est ce qui doit être valorisé. Par contre, certaines grandes entreprises vont être capables de récupérer les protéines qui sont dans le lactosérum par une ultrafiltration ou diafiltration. Donc, on va ramasser des protéines qu'on peut utiliser entre autres pour les sportifs. Et on va se retrouver avec le PUL. Donc, vous voyez 858 kg sur 1000 kg. Et donc, c'est quand même des volumes qui sont importants. Comment on valorise le PUL jusqu'ici? Très peu. Un peu en alimentation animale. Essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on le sèche. Très compliqué à sécher. Il faut beaucoup d'énergie, étant donné que c'est très dilué en fraction solide. Et on l'envoie au porc en Asie. Et là, vous vous dites peut-être pourquoi nos porcs ne veulent pas manger de notre perméa. Ils en mangent, mais ils ne sont pas capables d'en manger assez, tellement il y en a. Okay? Donc, en gros, il y a quelques petites voies de valorisation, mais c'est un gros enjeu pour les producteurs laitiers. Et, bon, vous voyez les volumes un peu qu'il y a ici, là, au Québec seulement, entre 500 millions et 1 milliard de litres. Donc, c'est quand même conséquent. Et aux États-Unis aussi, des volumes qui sont importants. Donc, pourquoi c'est difficile de gérer le perméa là, à la fin du procédé du fromage? Mais c'est considéré comme un potentiel pollueur. Donc, on a une demande chimique en oxygène et une demande biologique en oxygène qui sont très élevées, donc on ne peut pas le rejeter aux égouts. Pour l'instant, ce que les fromageries font, ben, soit ils vont le sécher, ceux qui ont la capacité de le sécher, ils vont utiliser les petites applications que vous mentionnez avant, ou soit ils vont payer pour s'en débarrasser. Donc, ça a quand même un impact important du côté économique, mais aussi du côté de l'impact environnemental de l'industrie du fromage. Donc, c'est composé de quoi, le PUL? Donc, ici, je vous ai mis la version liquide. Ça, c'est ce qui sort vraiment du flux du fromage. Et ici, c'est la poudre de perméa, donc lorsqu'on l'a séché. Comme vous voyez, c'est essentiellement de l'eau. Donc, vous imaginez que le transport pour valoriser et l'énergie aussi pour le sécher est vraiment très important. Ce qu'on a en jaune ici, c'est le lactose. Donc, le lactose, c'est ce disaccharide-là, c'est un sucre. Okay? Et ensuite, on a une petite partie de substances azotées, donc pas de protéines, on les a enlevées. C'est de l'urée ou certains acides aminés. Et finalement, des minéraux. Minéraux quand même intéressants, phosphate de calcium. Le phosphate peut être utilisé en performance au feu pour remplacer certains composés plus toxiques. Donc, là aussi, il y a un intérêt. Donc, si on regarde la version séchée, ce qu'on a essentiellement à l'intérieur, c'est du lactose. Donc, 88 de lactose environ, une grande quantité. Pourquoi nous, ça nous intéresse? Vous voyez tous les groupements OH, donc on peut s'en servir pour faire d'autres restes. Ça va pour le tout? Est-ce que je ne prends pas le temps? OK. Donc, ce qu'on a voulu faire, nous, avec le perméa d'ultrafiltration lactosérum, c'est d'améliorer la stabilité dimensionnelle du bois et aussi sa résistance à la biodégradation. Donc, limiter la croissance fongique. Donc, je vous ai mis un petit peu ça ici. Je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec ça, mais essentiellement, le bois, lorsqu'on a de l'humidité, on va avoir un gonflement de la paroi cellulaire. Okay? Lorsqu'on a une perte d'humidité, donc par exemple, lorsqu'on va sécher, on va avoir un retrait.
Okay? Lorsqu'on a ce gonflement-là, on a suffisamment d'eau, par exemple, lorsqu'on a 19-20 d'eau dans notre bois, on peut avoir la croissance de champignons. Et donc, bien entendu, c'est ce qu'on ne veut pas avoir. Et si on a beaucoup de phénomènes de gonflement rentrant, on peut aussi avoir la présence de fissures et de fentes qui vont se faire. Donc, tout ça, ça va faire qu'on a des propriétés qui vont être altérées, donc à la fois mécanique, chimique, le look également. Et bien entendu, ça va nous limiter l'utilisation du. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour pallier à ça? Donc, première chose qu'on peut faire pour la biodégradation, traiter avec certains biocides. Donc, on va imprégner dans le bois différents biocides, certains plus ou moins bons pour la santé. On dit biocide, ça veut dire que ça tue la vie. Okay? Donc, certains qui étaient utilisés dans le passé pouvaient tuer des champignons, des insectes et votre grand-mère. Okay? Donc, on les utilise de moins en moins. Il y en a qui sont plus doux un peu. Mais quand même, ça demeure un enjeu d'utiliser des biocides. On ne veut pas les utiliser, par exemple, dans le résidentiel. Donc, ça, c'est une option, mais les biocides ne vont pas venir, par exemple, améliorer la stabilité dimensionnelle ou très peu. On a une autre option aussi, qui est la modification du bois. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du bois Acacia, Keboni, bois acétylé. Je sais qu'Ahmed a entendu parler de tout ça, là. Mais il m'encourage en faisant ça. Donc, le bois acétylé, le bois furfurilé, c'est des procédés qui ont été développés en Europe, principalement pour les espèces européennes. Donc, c'est optimisé pour les espèces européennes. Donc, dans ce cas-ci, on va parler de modification du bois. Je vous explique après pourquoi. Il y a également la torréfaction. Donc, on va faire un traitement à la température. Donc, ça va nous permettre de dégrader, entre autres, les hémicelluloses qui sont dans le bois. Ça va nous permettre de stabiliser. Donc, ça, c'est la modification du bois. C'est ce qu'on a voulu faire avec le permis d'ultrafiltration de la chlystone. On a commencé à dire son petit nom, pull, ça va être moins. Donc, si on regarde la définition de la modification du bois, ce qui est très important de comprendre, oui, on fait pénétrer de quoi à l'intérieur, et aussi quand on utilise des biocides, on fait pénétrer de quoi à l'intérieur du bois. Mais pour qu'on parle de modification du bois, le mode d'action doit être non biocide. Okay? Donc, on veut améliorer les propriétés. Par exemple, si on veut améliorer la résistance à la biodégradation, ça ne doit pas être biocide. Donc, on va limiter de toute façon, par exemple, en limitant le nombre de groulements OH dans le bois, pour pouvoir avoir une meilleure résistance, une meilleure stabilité dimensionnelle. Mais on ne doit dans aucun cas ajouter des biocides dans nos structures poreuses du bois. Donc, on a deux grands groupes de modifications du bois, donc les modifications passives. Donc, dans ce cas-ci, on va simplement remplir le lumen, donc le centre de la paroi cellulaire, ou encore on peut avoir le remplissage des parois cellulaires. Donc, c'est généralement ce qu'on veut si on veut améliorer la stabilité dimensionnelle du bois. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment juste du remplissage. Maintenant, les modifications actives. On peut en avoir trois sortes. Donc, réaction avec le polymère. Donc, par exemple, réaction avec les groulements OH du bois. Donc, on fait réagir quelque chose, on greffe dessus. À ce moment-là, ils sont contrôlés puis ils ne peuvent plus absorber d'humidité. Réticulation, donc encore meilleure. On va faire une réaction en deux groupements fonctionnels du bois pour stabiliser. Puis, il peut y avoir dégradation des parois cellulaires. On parle de thermomodification, c'est ce qu'on va avoir dans ce cas-là. Et nous, dans notre cas, avec notre pull, ce qu'on voulait avoir, c'est d'une part remplir les parois cellulaires pour avoir une bonne stabilité et aussi avoir des réactions qui se font avec les groupements OH. Donc, on voulait vraiment avoir une modification qui soit active. Donc, voici un peu notre stratégie de modification du bois. Donc, on va travailler avec une réaction qui est quand même connue pour le traitement du bois, qui est l'estérification. Okay? Je vous fais ça simple. Donc, on a un acide carboxylique que vous pouvez voir ici, qui va réagir avec des groupements OH. Okay? Donc, on va faire notre estérification. On va avoir un ester et on va relâcher de l'eau. Okay? Donc, les acides carboxyliques sont la plupart du temps utilisés, c'est l'acide citrique. Un acide qui peut venir des fruits, donc pas très dommageable. Et pour ce qui est des alcools, le sorbitol et le glycérol sont beaucoup utilisés. Okay, donc, on a deux composés. En fait, ici, c'est trois composés qui sont biosourcés. Donc, on va faire une solution avec ces composés-là. On va faire pénétrer la solution dans le bois. Et ensuite, on va faire polymériser à l'intérieur. Okay? Donc, ce qu'on a voulu faire ici, on voit les pentamyles avec les groupements OH. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est
de remplacer le sorbitol et le glycérol par le lactose, qui est le lactose qui est un saccharide avec plein de groupements OH. Donc, on prend notre acide citrique, on remplace glycérol, sorbitol par le lactose et on crée notre polyester à l'intérieur du bois. Et ce qu'on a démontré à travers les articles, c'est qu'on va venir stabiliser de deux façons. Je vous l'ai dit, pénétration dans la paroi cellulaire et également, on va faire des polyesters qui vont pouvoir venir polymériser, réticuler avec la paroi cellulaire, donc avec les groupements OH. Donc, deux modes de stabilisation du bois. Donc, on a fait plusieurs travaux autour de ça, publié plusieurs articles. On a choisi différentes espèces de bois. Si c'était à refaire, je ne suis pas certaine qu'on choisirait les mêmes, mais on vit avec les décisions qu'on a prises à travers notre projet. Donc, on a travaillé avec le peuplier faux-tremble, qui est très facile à imprégner, donc très perméable. Ce qui est intéressant, on peut faire pénétrer beaucoup de matière à l'intérieur. Le pain blanc et l'épinette noire, donc quand même deux espèces qui sont beaucoup utilisées ici, deux espèces résineuses. Un autre espèce feuillue, l'érable à sucre, quand même un peu plus difficile à pénétrer à l'intérieur. Et finalement, le pain sylvestre. Et la raison pour laquelle on a utilisé on travaille avec cette essence-là, c'est qu'on a collaboré avec un groupe allemand pour ces essais-là. Voilà. Puis pour ce qui est du procédé, là, ici aussi, on a eu plusieurs barrières. Donc, en gros, on met notre bois dans une enceinte, on fait pénétrer la solution, on va ensuite retirer la solution et on va chauffer. Okay? On peut faire varier différents paramètres. Ici, on peut mettre juste du vide. On peut mettre du vide à pression. On peut faire varier également les temps de chauffage. Puis, ça faisait partie de notre projet d'optimiser ces différents paramètres-là. Donc, suite à avoir fait ce traitement-là, c'est quoi les questions de recherche qu'on s'est posées? Dans un premier temps, où se logent les réactifs imprégnés dans le bois? Donc, je vais mentionner un petit peu, mais moins essentiellement dans la paroi cellulaire. Quel est l'impact du traitement sur l'apparence? Quel est l'impact sur les propriétés mécaniques? Ça, j'en parlerai pas aujourd'hui. Je sais que j'en ai parlé, entre autres, lorsque j'avais présenté le colloque de la Chambre d'Ahmed. Donc, je ne voulais pas me répéter, mais si vous voulez avoir plus d'informations, ça me fera plaisir d'en parler avec vous. Bien entendu, l'impact du traitement sur la stabilité dimensionnelle. Donc, c'était un de nos objectifs principaux. Et l'impact sur la biodégradation. Donc, ce sont des résultats qui sont tout frais qu'on vient juste d'avoir. Donc, pour cela, j'ai la solution de traitement. Je vous en ai parlé, mais je vous le prouve ici. En passant, si vous voyez ici, c'est les articles scientifiques qui ont été publiés. Donc, je les ai mis dans la présentation. Si jamais vous n'avez rien à faire le soir, vous voulez aller lire un article scientifique de plus, celui-là est disponible. Donc, ce que vous voyez ici essentiellement, c'est qu'on a vraiment la pénétration dans les parois. On ne voit pratiquement rien dans les lumelles. Ce qui est intéressant, parce que si on veut utiliser ça à l'extérieur, donc possibilité de mettre des produits de finition, et l'ancrage des produits de finition se fait par les lumelles, donc l'ancrage mécanique. Par contre, ce qu'on a constaté, si on a des gains de masse très, très importants, par exemple, le pli faux-tremble très facile à imprégner, à un certain moment donné, on va avoir pas seulement dans la paroi cellulaire, la pénétration, on va en avoir un petit peu partout. C'est pas ce qu'on veut avoir. Parce que dans la paroi cellulaire, c'est bien, ça réagit avec la paroi. Par contre, lorsqu'on a ça un peu libre dans le bois, à ce moment-là, le polymère conserve quand même une petite sensibilité à l'eau. Donc, à ce moment-là, on est capable de lessiver ce qui se trouve, entre autres, dans l'humaine. Là, on est capable de lessiver ça. Donc, on ne veut pas aller à une imprégnation qui est tellement importante qu'on a plein de produits qui ne font rien, là, qui ne viennent pas nous aider dans d'autres parties du monde. Puis, bon, je l'ai enlevé ici, là, mais on avait fait des analyses vraiment, entre autres, pour prouver que c'était bel et bien polymérisé à l'intérieur. Donc, on voyait vraiment la distribution dans les parois cellulaires. Maintenant, quel est l'impact sur l'apparence du bois? Donc, vous voyez ici le peuplier faux-tremble et l'épinette noire avant traitement et après traitement. Donc, on peut voir quand même un bon changement de couleur. Donc, on a voulu comprendre d'où venait cette coloration-là, parce qu'on sait que ça ne vient pas de l'estérification. Et ça ne vient pas de notre polycondensation, parce qu'on l'a travaillé dans le passé avec le glycérol, entre autres, puis il n'y avait pratiquement pas de changement de couleur. Donc, ça vient d'où? Donc, on a fait une étude et on a démontré qu'il y a deux réactions secondaires qui se créent
Entre autres, vous avez, j'ai mentionné qu'on avait des petits composés aminés dans notre cure, de l'urée, des petits acides aminés. Eux, ils peuvent réagir avec le sucre. Le lactose pour faire la réaction de Maillard. Réaction de Maillard, c'est la même réaction qu'il y a lorsque votre steak brunit. Okay? Donc, c'est vraiment une réaction qui est beaucoup connue dans l'alimentaire. Ensuite, une deuxième réaction secondaire, c'est la caramélisation. Donc, qu'on connaît bien également, vous prenez du sucre, faites chauffer, faites du caramel, c'est la caramélisation. Et cette caramélisation-là, elle est aussi plus importante lorsqu'on est en milieu acide. On a de l'acide citrique. Donc, on a aussi cette coloration-là qui se fait. Donc, ces deux réactions secondaires-là vont venir expliquer notre changement de couleur ici. Ensuite, un des points importants, stabilité dimensionnelle. Donc, la petite équation qu'on a utilisée ici, donc ASE pour Anti-Swelling Efficiency. En gros, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va venir comparer le gonflement des échantillons non traités avec nos échantillons traités. Donc, cette valeur-là, par exemple, si vous avez un 55% ici, c'est 55% de moins de gonflement que le bois non traité. C'est pour ça que sur les graphiques, on ne rapporte pas le bois non traité. Donc, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré les dimensions de nos échantillons. On a trempé dans l'eau. Je ne sais pas si ça paraît ici, mais ils sont dans des petits sacs d'eau. On a retiré, on a mesuré le gonflement. Ce qu'on constate ici, on a fait 2 cycles de trempage comme ça. C'est qu'on a une efficacité qui est beaucoup plus importante pour le perméable que l'eau. Là, vous vous demandez peut-être pourquoi on a fait l'eau. On fait simplement un traitement à l'eau pour comparer, par exemple, avec la perte extractive, qu'est-ce que ça pourrait faire. Donc, on fait tout le temps ce traitement-là. Donc, on peut constater qu'on est capable d'avoir à la fois pour l'épinette, même si elle est difficile à imprégner, et le copéphytran, une bonne amélioration de la stabilité dimensionnelle. On l'a vu également aussi lors de l'exposition qu'on a faite naturelle à la forêt Montmorency. Lorsqu'on était voir les échantillons après 1 an, on a vu les échantillons non traités qui étaient assez courbés, alors que nos échantillons traités étaient parfaitement plats et n'avaient pas été déformés. Donc, c'est une nouvelle intéressante. Je vous présente juste ici 2 espèces, là, parce qu'au départ, on n'a pas utilisé toutes les espèces pour toutes les études, mais je vous le présente avec ces 2 espèces-là. Ensuite, l'impact sur la résistance fongique. Donc, ça, c'est un autre gros point qui nous intéressait. Lorsqu'on a commencé à parler de ce projet-là, entre autres dans les médias, on a eu beaucoup de commentaires charmants sur les réseaux sociaux qui nous disaient « Les souris vont manger votre produit, c'est du sucre. Okay? » C'est pas le cas, comme vous allez voir. Ouais. Donc, dans ce cas-ci, on a travaillé avec 2 espèces, le Copéphytran et le pin sylvestre. Donc, c'est des essais qu'on a fait en collaboration avec un groupe en Allemagne, donc raison pour laquelle on n'a pas traité toutes les espèces qu'on avait choisies. Donc, 5 types d'échantillons qui ont été préparés, le bois non traité, toujours le bois traité à l'eau, le bois traité avec du perméable acide citrique, donc notre solution standard, à 2 taux d'imprégnation, 15 et 30%. Et ensuite, je ne vous reviendrai pas parce que je ne vous ai pas parlé de ça précédemment, j'ai introduit un nouveau concept. Là. On a choisi ici, vous vous rappelez, il y avait après et avant la filtration, le lactosérum et le perméable. On a choisi également de travailler avec le lactosérum, étant donné que ce ne sont pas toutes les usines qui sont capables de faire l'ultrafiltration. Donc, on voulait voir également si on aurait des bénéfices, si on veut travailler par exemple avec de plus petites usines, de travailler seulement avec le lactosérum. Donc, lactosérum, acide citrique, 15 et 30%, et un dernier résidu dans l'industrie laitière, qui est une solution aqueuse de galacto-oligosaccharides avec l'acide citrique. Donc, pour ces 3 types de traitements-là, on a travaillé avec 15 et 30% de masse qu'on a mis dans le bois. On a choisi 2 champignons, donc un champignon de pourriture blanche et un champignon qu'on va utiliser, on va appeler TV pour la suite, et un champignon de pourriture brune qu'on va appeler CV. Pour ce qui est des tests qu'on a fait essentiellement la perte de masse. On a comparé avec la norme européenne pour pouvoir classer les bois qui ont été préparés. Et on a également étudié le changement de la chimie de surface, donc étudié les impacts sur la composition chimique. Donc, voilà un peu à quoi ça ressemblait après 16 semaines de tests de biodégradation. Donc, vous avez ici, avec les 2 champignons, CP, CV,
pour 2 espèces. Vous avez le bois non traité. Donc, vous pouvez voir que, bon, entre autres pour les champignons CP, ça n'a pas été facile. On a vraiment un changement d'apparence important. Et également pour le bois traité à l'eau. Par contre, pour les 3 solutions avec les différents résidus laitiers et l'acide citrique, on avait vraiment une apparence qui ressemblait davantage à ce qu'on avait au départ. Donc, ce qu'on a fait avec ces échantillons-là, c'est qu'on les a pesés avant et après les tests de biodégradation. Et c'est ce que je présente ici. Dans le fond, on regarde les pertes de masse. Bien entendu, on va avoir une perte de masse la plus faible possible. Donc, vous avez ici pour le pain et également pour le peuplier. Donc, ce qu'on peut voir que pour les échantillons non traités, les échantillons traités à l'eau, on a vraiment des pertes de masse qui sont importantes. Dès qu'on va venir mettre nos différents coproduits avec l'acide citrique, à 15 ou 30 on va avoir une amélioration qui va être assez importante. Okay? Généralement, une amélioration qui va être meilleure, entre autres, à 30 Je vous le montre en tableau pour avoir une meilleure idée de ce que ça donne. Donc, en gros, on peut prendre ces pertes de masse-là et réussir à avoir une classe de durabilité selon la norme. Donc, si on a la classe 1, c'est un bois qui est considéré comme très durable. Donc, on peut l'utiliser un petit peu partout à l'extérieur. Et une classe 5, donc, c'est considéré non durable. Les 2 bois qu'on utilisait au début étaient de classe 5 ou de classe 4, en fonction si on avait l'aubier ou le duramen. Donc, on partait quand même avec quelque chose qui avait une résistance à la biodégradation qui était très faible. Donc, vous pouvez voir ce qu'on a obtenu ici, les différents résultats. Là. Donc, traité, non traité, traité à l'eau, donc on a du 4,5. Donc, c'est quand même très faible. Par contre, dès qu'on va venir introduire à l'intérieur notre solution de perméa ou des autres composés avec l'acide citrique, on va se retrouver avec des pertes de masse très faibles. Donc, on a des classes de durabilité qui sont quand même très importantes. Donc, c'était très intéressant d'avoir ces résultats-là. Là, c'est vraiment une augmentation qui est très intéressante. En fonction de l'espèce et en fonction du gain de masse, on va voir bien entendu les différences. Mais à 30 pour les 2 espèces, on est capable d'avoir des bois qui sont considérés comme très durables. Donc, ça allait avoir à faire des choix entre 2 projets, je pense. Donc, en conclusion, pour ce projet-là, donc, on a bien démontré qu'on fait notre estérification dans la paroi cellulaire. On a une couleur qui est quand même assez intéressante, mais qui peut se comparer, entre autres, avec le bois modifié thermiquement. Bonne alimentation de la stabilité dimensionnelle à la résistance à la biodégradation. Chose que je n'ai pas parlé aujourd'hui, c'est qu'on a du phosphate également dans ce composé-là, et le phosphate égale performance au feu. Donc, on est en train d'évaluer si ça pourrait nous aider également pour la performance au feu. Donc, ça va être dans nos travaux futurs, analyse économique, cycle de vie très importante, analyse des essais de vieillissement naturel. Donc, on a complété nos essais de vieillissement naturel. Je vous montre quelques petites images là. Donc, le bois non traité, donc on peut voir qu'on avait vraiment aussi une croissance fongique qui est importante. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est ce qui est caché de l'exposition. Et ici, c'est ce qui est exposé. Donc, pour nos échantillons traités, quand même un petit changement de couleur, mais on n'a pas vu de signe de croissance fongique, ce qui était quand même assez intéressant. Ensuite, donc, on est en train de regarder tout ça un petit peu plus loin. Donc, ça pourrait être quoi les applications en réalité? Et finalement, on va essayer un peu notre stratégie là, sur des panneaux composites. Donc, on a eu un petit financement du MAPAC pour pouvoir travailler là-dessus. Donc, voilà, ça conclut pour ce projet-là. Maintenant, vous avez à faire un choix. Donc, adhésif à base de lactose ou des aérogels pour les sols humides. Qui veut numéro 1? Numéro 2? Ah, je pense que le numéro 2 gagne, mais Flavien, on en parlera après. Oui, c'est ça, c'est juste, je me permets de dire quelques mots. Là. Donc, on travaille encore avec le perméa pour essayer de développer des adhésifs pour remplacer l'urée-formaldéhyde. Puis, quand même, la résistance à l'eau est importante, mais comme on discutait un matin, Flavia, ce qui est toujours un enjeu, le temps de polymérisation. Puis, avoir une résistance à l'eau qui est quand même égale à ce qui se fait présentement au niveau des urées formaldéhydes. OK. Donc, le dernier petit projet que je vous présente aujourd'hui, donc c'est un projet qui a été financé par Genoscan,
qui était le financement Apogée, pour ceux qui connaissent que l'Université Laval avait eu, mais ça se termine actuellement. Donc, c'est un projet que je mène avec un collègue qui est plus du côté de biologie. Donc, s'il vous plaît, soyez clément avec moi pour les aspects de biologie. Donc, ce qu'on fait dans ce projet-là, c'est, bon, on va prendre dans ce cas-là les résidus de la pomme de terre, donc les cures de pommes de terre. Ça pourrait aussi être les pommes de terre qui sont déclassées. On va prendre l'amidon qui est à l'intérieur, donc on va extraire l'amidon. On va créer des aérogels. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des aérogels, c'est un gel qui est rempli de gaz. Ça peut ressembler un petit peu à une mousse, donc c'est très, très léger. Et ce qu'on peut faire, c'est de mettre des semences dans l'aérogel. Okay? Donc, l'aérogel va vraiment servir comme de milieu de culture un peu, donc c'est la matière organique. On veut mettre également des champignons qui vont aider à la croissance des semences dans l'aérogel et utiliser ça un peu dans les sels mouillés. Donc, ça, c'était le concept un peu de base. Donc, on a séparé le projet en 3 grands objectifs. Donc, premier objectif, de préparer notre aérogel. Donc, je vous disais, l'amidon de la pomme de terre, qu'on a fait réagir avec un récipient. Un peu comme les adhésifs, là. On a utilisé une petite molécule que vous ne pouvez pas voir très bien ici, là. Mais essentiellement, c'est ce qu'on veut venir faire des ponts entre les chaînes d'amidon. Et donc, on veut faire une grosse structure 3D pour qu'ensuite notre aérogel soit plus résistant à l'eau. Et si on a juste des belles chaînes linéaires, il va y avoir de l'eau, ça va se dissoudre, ça va se désagréger. Mais en ayant une structure 3D, ça devrait nous permettre d'avoir une meilleure résistance à l'eau. Et finalement, on a mis de la glycine pour 2 raisons. Première raison, si jamais il s'avère qu'on a du glutáraldéhyde résiduel, donc ça peut permettre de le neutraliser. Et aussi, la glycine peut aider à la croissance de nos plantes. Donc, ça, c'est la première chose qu'on a fait. On a synthétisé notre amidon réticulé. On a fait ça très simplement au micro-ondes. Okay? Pas au micro-ondes de cuisine, mais quand même, au micro-ondes, pendant quelques minutes, 1 minute. Puis, on a réussi à avoir notre aérogel. On a confirmé la réticulation en spectroscopie infrarouge. Donc, on a vu vraiment qu'il y avait des liaisons qui étaient créées. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, les hydrogels qu'on a obtenus. Vous voyez que la structure va varier un petit peu en fonction du taux de réticulant qu'on va mettre à l'intérieur, donc du taux de la molécule qui sert à faire la structure 3D. Ça va faire varier un petit peu la taille de nos corps. Et on retrouve aussi à l'intérieur des petits cristaux de glycine, comme on voulait avoir dans notre composition. Ensuite, ce qu'on a fait, on a testé nos aérogels, on les a mis dans l'eau. Donc, on peut voir ici aérogel qui n'a pas été modifié, donc structure linéaire, pas de réticulation, pas de structure 3D. Donc, lorsqu'on le met dans l'eau, on va avoir une augmentation très rapide de la masse, donc beaucoup d'absorption d'eau. Et après quelques heures, environ 5 heures, on ne peut plus faire de mesure, c'est totalement désagrégé. Okay? Donc, c'est l'intérêt de faire la réticulation, de créer le réseau 3D. Donc, lorsqu'on a mis différents pourcentages de réticulants, de cross-linkers, on va avoir une augmentation, on va avoir aussi une bonne augmentation, une bonne prise d'eau, mais on va avoir une meilleure stabilité dans le temps. Donc, on l'a fait sur 25 heures ici, mais ça nous permet de l'avoir sur une plus longue période de temps, plusieurs jours. Donc, pourquoi on va avoir une bonne stabilité dans le temps? On veut que notre aérogel puisse absorber l'eau, qui puisse donner de l'eau à la semence, mais qui ne se désagrège pas immédiatement. Parce que s'il se désagrège, on va perdre, il ne sera plus capable de donner de l'eau à notre semence. En même temps, on ne veut pas avoir quelque chose qui va se désagréger après 100 ans. On veut que ça puisse se défaire quand même assez rapidement pour que ça ne crée pas la pollution dans les sols miniers. Voilà. Donc, on va voir un petit peu la tête des différents aérogels qu'on a développés ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait ensuite avec ces aérogels-là? Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est d'ajouter des champignons qui vont aider à la croissance des racines dans nos aérogels. Donc, on a pris 2 champignons différents que vous pouvez voir ici. On les a encapsulés dans des billes d'alginate, de calcium.
Et on a ensuite testé ces baies-là après différents temps. Donc, par exemple, vous pouvez voir, après 30 jours ici, on a testé si nos champignons étaient encore viables, si on était capable d'avoir la croissance fongique. Donc, ce qu'on a constaté ici, c'est qu'après 30 jours, nos champignons sont quand même viables. On peut voir la croissance fongique. Donc, ça nous permet de conclure qu'on devrait être capable d'ajouter ces billes-là d'alginac qui contiennent les champignons dans notre aérogel pour pouvoir aider à la croissance des semences. Donc, c'est des tests qu'on est actuellement en train de faire en serre. Donc, on a mis notre aérogel, nos champignons, nos semences, et on est en train de faire la croissance de ces composés. Donc, c'était rapide, ce petit projet-là. Donc, en gros, pour les résultats pour les aérogels, donc, ils nous permettent vraiment d'avoir une humidité qui est suffisante, on pense, à la croissance des semences. On peut venir jouer, en fond, avec le temps de dégradation, en jouant avec la densité de notre réseau 3D. On devrait être capable d'intégrer les champignons de croissance, les racines, grâce aux billes alginates. Pour les travaux en cours, comme je vous mentionnais, bon, on a intégré les champignons et on est en train de faire des essais de croissance en serre avec nos aérogels, avec les champignons. Donc, j'ai passé vite ce projet-là. Hein? Donc, c'est ça, c'est pour le deuxième projet. Je pense que pour le projet sur les adhésifs, peut-être qu'on va en parler individuellement. Là. Mais ça fait un peu le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'ai choisi 2 résidus. On travaille, comme vous l'avez vu, avec plein de coproduits. Donc, si vous êtes intéressé à en savoir plus sur d'autres projets qu'on a, entre autres avec les adhésifs protéines, n'hésitez pas à venir me voir et à m'en parler. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci. Il y a des questions pour... Oui, merci beaucoup, c'était vraiment bien. Et aussi la vulgarisation aussi. Pour moi, c'était super, j'imagine, pour les étudiants. J'ai plusieurs questions. La première, c'est comment est-ce que tu vois, par exemple, les entreprises qui utilisent encore des phénols, des MDI pour la production des adhésifs? Que moi, j'ai visité une entreprise au moment où les camions venant des États-Unis vidaient les phénols dans les installations. Après, j'ai vérifié, les phénols n'est plus produit ici au Canada depuis 1992. Est-ce qu'ils sont ouverts à embarquer dans les... Je pense que c'est pas facile. Puis tant qu'il n'y aura pas des changements clairs dans les lois et tout ça, ça va être difficile. Je pense que là, le gouvernement canadien a quand même fait un pas, avant, là, quand j'ai commencé, on va faire une histoire courte pour ceux qui connaissent, je travaillais chez FP Innovation, puis on avait fait une étude où on travaillait avec les couchettes pour bébés, puis on mesurait le formaldéhyde qui était émis des couchettes pour bébés. Puis on s'est aperçu à ce moment-là que toutes les entreprises canadiennes, elles, devaient se conformer à des réglementations quand même assez strictes par rapport à certains autres pays, entre autres la Chine à ce moment-là. Mais tout ce qui rentrait de la Chine et de d'autres pays, ça n'était pas contrôlé. Donc, nos entreprises, nous, c'était contrôlé, mais pas les gens. Donc, ça a changé. Donc, c'était une bonne chose. Mais, pour être impliqué un peu avec l'Association canadienne des revêtements et des adhésifs, je pense que les associations font encore quand même un gros lobbying, parce que c'est pas simple pour les entreprises de changer quand même. Donc, les cadences de production sont vraiment dans le ralenti, tout ça. Donc, je suis comme partagée. Une partie de moi qui comprend leur réalité, que c'est pas facile de changer. En plus, ils ne voient pas les autres autour d'eux changer. Hein? Quand elle est seule à ralentir la production, c'est pas évident. Mais d'un autre côté, je pense qu'il y a quand même une pression des consommateurs qui vient de plus en plus et que les gens commencent un peu plus à s'informer et à mettre la pression. Et une autre question, c'est au niveau des lactoses. Je sais que le PLA, il est fabriqué à partir de l'amidon. Est-ce qu'on pourrait utiliser le lactosérum pour produire des polymères, par exemple PLA? Oui, je pense que oui. Okay. J'avais regardé dernièrement. Je ne sais pas c'est quoi le procédé de production actuel du PLA, mais il me semble que c'était pas compétitif, mais ça vaudrait peut-être la peine de regarder. Parce que je sais que du côté, il me semble, on m'a dit que du côté Ferméa, il va y avoir des changements de réglementation. Ça va être encore plus strict. Et juste une dernière. Quand tu parles d'aérogel, est-ce que tu fais le séchage supercritique ou c'est plutôt un hydrogel?
On fait le séchage au freeze dryer. OK, OK. Ce qui n'est pas C'est industriellement, c'est pas l'idéal, on s'entend. Donc, j'ai parlé ce matin de décarbonisation hydrothermale. Donc, peut-être que tu pourrais enlever les glyoxales. Ouais. C'est dans les conditions de température et pression. Ouais. Peut-être qu'il pourrait. Intéressant. Merci. Merci. Autre question? Oui. Merci pour la présentation, très intéressante. J'avais une question par rapport aux aérogels. Est-ce qu'au final, tu germais les graines dans l'aérogel? Donc, tu es capable de mener la plante jusqu'au moment où ça. Oui, mais c'est ça le concept. C'est ça le concept. Pas si facile que ça. Mais là, on est dans l'étape serre où on est en train de voir si c'est nécessaire d'ajouter d'autres nutriments pour que la croissance se fasse bien. Mais c'est vraiment dans le composé qu'on crée. Puis c'est pour ça qu'on veut mettre également des champignons à l'intérieur et tout ça. Mais c'est vraiment là-dedans que ça se fait. Et donc, est-ce que c'est toujours avec des herbacées ou c'est aussi avec des espèces arbustives ou d'arbres? Oui, bien, on a travaillé avec des herbacées pour commencer. Puis ensuite, là, on a commencé avec l'épidette noire. Puis bon, c'est plus mon collègue Damas qui s'occupe de cette partie-là. On a essayé de travailler avec des arbres qui poussent au départ. Donc, est-ce qu'à ton avis, c'est une solution qui pourrait être aussi opérationnelle pour les pépinières? Peut-être. Tu sais, initialement, là, ce qu'on avait en tête, qu'on n'a pas réussi à faire encore, là, ça aurait été un tapis d'aérogel. Dans notre concept, dans notre tête, là, c'est ça qui était magnifique. Pour l'instant, on n'est pas rendu là, mais je sais qu'il y a un groupe en avant qui, eux, travaille sur la mise en place de tapis d'aérogel pour totalement d'autres applications. Mais tu sais, ça pourrait être pensable quelque chose comme ça qui pourrait être utilisé pour les pépinières. Oui, donc l'idée, ce serait vraiment de déployer les tapis. Oui. Sur le sol minier qui répare ça. Oui, puis ben, en fait, arroser. Il faudrait arroser. Mais une chose aussi qui nous apparaissait un peu complexe, bon, moi, comme je dis, c'est la première fois que je viens en Abitibi, mais les gens disent des fois ils vendent. Avec ton tapis, il ne faut pas qu'ils partent se promener. Fait que, ouais, je suis plus dans la caméra, mais je pense que ça filme. Mais c'est ça qui est à considérer ici. On en parle aussi. Quel pourrait être le système de fixation pour pas que ça parte facilement tout ça. Le cacher sur un géotextile, parce que ça aussi, j'imagine, des interactions avec des animaux de passage. Oui. Ouais, c'est quelque chose à réfléchir, mais oui, je pense que ça va faire Merci. Oui. Merci beaucoup pour la présentation, c'est vraiment très intéressant. J'ai une question par rapport aux aérogènes. Oui. Est-ce qu'il pourrait-il modifier, par exemple, pour cibler des contaminants comme les métaux ou bien les hydrocarbures? Je ne peux pas envoyer de ricochet à Flavia, mais je pense que potentiellement, on n'a pas travaillé beaucoup de ce côté-là, honnêtement. Mais je pense qu'il y a des choses qui se font, justement, dans ce sens-là. Déjà, la porosité, ça, c'est une bonne chose qui pourrait être bien dans les groupes fonctionnels aussi. Ça pourrait faire les deux double fonction. Intéressant, c'est cool aussi. Oui. Moi, je me demandais par rapport à la première partie sur la stabilisation des bois. Est-ce que c'est quoi l'effet sur les propriétés de surface, par exemple, pour des cols ou des finitions postérieures encore après C'est une bonne question. Pour l'instant, on a fait la finition, puis on a complété cette étude-là. On n'a pas eu de problème d'adhérence. L'adhérence était meilleure que les bois non traités, étant donné qu'on avait quand même un bon ancrage mécanique, puis on n'avait pas vraiment de déformation aussi par rapport aux bois qui étaient non traités. Donc, on n'a pas exposé pendant 10 ans, mais on a exposé 1 an à Forêt Montmorency sur les racks d'exposition, plein soleil. Puis bon, les conditions à Forêt Montmorency ne sont pas évidentes. Donc là, on est en train de faire vraiment l'analyse de ces échantillons-là. Mais du côté finition, c'est ça, on a utilisé un acrylique à base d'eau standard, ce qui est utilisé par exemple dans l'enduit extérieur ou version sur le milieu intérieur. Donc, ça, pas de problème. Pour ce qui est des cols, ça, on est en train de travailler avec le groupe en Allemagne qu'on fait des concepts avec les TVAC, donc les latex, et également différents autres adhésifs plus structuraux.
Pour l'instant, il n'y a pas de problématique là, majeure quant à Hum. Merci. Ça. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Non. On va rester 8 minutes. Mais moi, j'aurais peut-être une question par rapport au lactosérum. Je sais que la cuisine de la salle, ils ont un outil qui utilise pour faire du beurre. J'imagine qu'il reste un peu de beurre dedans. Dans ce qu'on a pose un testé, problème. mais dans lactosérum, je ne sais pas. En tout cas, ils utilisent les résidus de leur fromagerie comme pour faire du beurre. Ça s'appelle du beurre de C'est quoi le nom de la fromagerie? C'est la vache à lait. À la femme? Je pense qu'eux, ils ne font pas d'ultrafiltration. Ok, c'est peut-être C'est ça, Ah, c'est ok, vraiment- fait que c'est avant le. Oui, et tu sais, c'est ça, on a plus utilisé vraiment la composition de la variabilité du beurre. Et pour le lactosérum, je ne sais pas si la Ok, c'est ça, c'est pour l'utiliser après l'avoir. Oui, mais c'est ça, pour les petites fromageries, eux, ça en prend cette étape-là. Au revoir. Bon, merci. Merci.